Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission de décryptage médiatique et audiovisuel Média Pro. Ce soir, on ne va pas parler de séries, on ne va pas parler de cinéma, mais de médias et bien sûr de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Bien sûr, le président de la République a honoré les journalistes et les mondes des médias et de la presse à l'occasion de cette journée, en leur offrant une réception, mais également en donnant un point de presse regroupant un important panel de patrons de presse, ce qui a donné lieu à une émission très importante pour parler de la situation de la presse algérienne. Avant de commencer le débat, je tiens à remercier M. Brahim Takhrout, directeur de la rédaction de l'Expression, qui est ce soir invité à notre émission. Bonsoir Brahim. Bonsoir. Et bien sûr nos experts, nos deux experts, Faisal Matawi et Reda Hariraj. Avant de commencer le débat pour parler justement de la situation de la presse nationale, on va écouter les déclarations du président de la République sur le monde de la presse algérienne. أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة وافتراء على الجزائر. احنا نعتقد وقلتها مرارا وتكرارا، أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم نتاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ما هيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. تجاوزنا الحد نتاع 180 جريدة مكتوبة، 35 جريدة إلكترونية، 20 تلفزيون تاع خواص، زايد تلفزيونات نتاع الدولة. ما أعتقدش أن فيه دولة اللي عندها العدد هذا نتاعكم. يعني صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتر سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال اون ان جي، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه. يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الامم المتحده، مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي او ان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هذا الاو ان جي، الناس اللي يسيروا هذا الاو ان جي واللي يوجهوا الاو ان جي. مثل ما قلت مرارا، مع الأسف يعني صفحة كانوا يظنوا بلي الجزائر يعني تفترس هكا بسهولة. راكم ظهروا لهم يوميا أن الصحافة الجزائرية لها شخصيتها ولها إمكانياتها ولها كلمتها تقولها. تصنيف لكن تتكلم على تصنيف نتاع الأمم المتحدة على الرأس والعين، لأن مؤسسات الأمم المتحدة محايدة. Voilà, c'était la déclaration du président de la République à l'occasion de sa rencontre avec les patrons de presse nationale. Parmi eux, il y avait beaucoup de présidents ou directeurs justement de quotidiens de la presse écrite, mais aussi des directeurs de télévision et de journaux électroniques. Faisal Matawi, le président a été exhaustif, il a déclaré qu'il y avait 180 quotidiens. Il a fait un peu le tour du paysage médiatique algérien, 180 quotidiens, une cinquantaine de sites électroniques et plus de 20 télévisions privées. C'est un paysage un petit peu médiatique très important pour un pays comme l'Algérie. Oui, absolument, pour un pays qui est important en Afrique et dans le monde arabe et même dans le monde. Je pense que d'abord ce qu'il faut souligner, c'est le fait que l'Algérie célèbre officiellement pour la première fois de cette manière la Journée internationale de la liberté de la presse qui a été proclamée par les Nations Unies en 1993 après le grand appel des journalistes africains, l'appel de Windhoek, c'était en Namibie. Et donc cette célébration souligne une volonté d'aller vers une presse professionnelle, une presse solidaire. Le plaidoyer du président était très clair. Ça veut dire que l'Algérie, aujourd'hui, qui se redéploie d'une manière efficace en Afrique, dans le monde arabe, à travers sa diplomatie, à travers son économie, qui ouvre des voies maritimes et des voies terrestres vers l'Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas le cas
depuis 10 ans ou avant, parce que l'Algérie tournait effectivement le dos à l'Afrique. Là, il y a une volonté densifier l'espace médiatique et le président a évoqué dans son intervention ce que nous avons vu, il évoquait le cas des classements, parce que le classement des ONG, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes. Nous avons déjà dit ça, vous vous rappelez Salim dans cette émission par rapport à Reporters sans frontières, RSF qui est une ONG française, ces classements sont souvent à prendre avec beaucoup de précautions. D'ailleurs, c'est une organisation qui est souvent accusée d'être sélective. On n'a jamais indiqué les critères de justement. Oui, il faut bien classement, clarifier. D'abord, c'est une organisation qui ignore totalement les médias publics. Ce n'est pas le cas uniquement pour l'Algérie. Elle parle uniquement des médias indépendants, peut-être c'est un choix, mais il y a aussi de bons journalistes dans les médias publics, soit en Algérie, dans les pays africains ou ailleurs. Ensuite, c'est une organisation qui n'a pas du tout levé la voix quand les médias russes ont été censurés en Europe. Tout à fait. Oui, c'est une organisation qui fait toujours des charges contre les médias chinois, contre les médias iraniens, contre les médias vénézuéliens. Comme par hasard, il y a des pays qui sont choisis, et alors que beaucoup de journalistes européens souffrent également dans les pays européens de censure, y compris en France. On ne le voit jamais. Donc, la crédibilité de cette organisation est très, à mon avis, elle est touchée en profondeur, surtout après son silence sur la censure des médias russes en raison de la guerre en Ukraine. Le classement des Nations Unies, effectivement, est un classement plus ou moins neutre, parce que c'est une organisation qui a ces critères qui sont très clairs. Mais je pense que pour renforcer les médias en Algérie, c'est aussi un travail des journalistes qui doivent être organisés, qui doivent avoir un statut. Cela a été évoqué par le président, parce que, vous savez, Ibrahim est là, peut en témoigner, parce qu'il est là depuis très longtemps dans le domaine de la presse, vous-même aussi Salim. Nous avons toujours voulu créer des syndicats, ou un syndicat de journalistes, ça a toujours été pénible. Le président a appelé justement à créer des syndicats d'instances représentant les journalistes et relayant leurs préoccupations. Absolument, il faut une instance pour la déontologie journalistique, nous en avons besoin aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de dérives, il faut le noter. Nous avons besoin d'un syndicat ou plusieurs syndicats, les syndicats pour les journalistes, pour les éditeurs de presse, pour les techniciens des médias, etc. Parce que les syndicats, ça veut dire qu'on peut avoir des interlocuteurs avec les pouvoirs publics. Et souvent, quand on pose des questions professionnelles ou socio-professionnelles, les pouvoirs publics nous disent qu'il faut qu'on ait au moins un seul interlocuteur qui représente les médias. Et donc je pense que la balle est dans les camps des journalistes, des professionnels des médias, pour s'organiser et pour réellement défendre les droits moraux, parce qu'il y a des journalistes qui sont sous-payés, il faut le dire. Il y a des journalistes qui ne sont pas déclarés dans les médias privés, des journalistes qui sont peut-être empêchés de travailler dans certains d'autres médias. Donc je pense que le moment, c'est une occasion historique pour nous, maintenant qu'il y a ça au niveau de l'État, où l'appel est lancé pour que les journalistes s'organisent et pour qu'ils défendent conjointement leurs droits, pour pouvoir, notamment le droit à la liberté d'expression, le droit à travailler librement dans leur pays. Brahim Takhroubt, vous êtes directeur de la rédaction au niveau du journal L'Expression, dirigé par M. Ahmed Fatani, qui s'est exprimé largement sur la situation justement de la presse nationale et la difficulté de s'organiser autour d'un syndicat. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous justement de la presse nationale, vous qui avez commencé au début des années 2000 dans le quotidien L'Expression? Merci Salim. Effectivement, si on n'a pas un bilan, mais si on a à faire, si vous voulez, un constat de cette presse depuis l'ouverture démocratique, c'est que cette presse, effectivement, n'a jamais eu le temps de faire une halte d'étape, c'est-à-dire de faire un bilan, de se regarder, de voir ce qui a été réalisé, là où il a failli, là où il n'a pas failli. Déjà à sa naissance, toute petite, je parle de la presse indépendante, la presse privée pour être plus précis dans les propos, cette presse, à sa naissance déjà, elle a eu à affronter un monstre, c'est le monstre terroriste. Donc il a fait ce qu'il fallait, il a été là pour que l'État républicain... Elle a payé un lourd tribut aussi. Hein. Et bien sûr, elle a payé un lourd tribut. Et juste après, il y a eu les 2 décennies de l'ancien système, de l'ancien régime. Ensuite, il y a eu l'avènement du Hirak, ensuite la crise de la pandémie de la Covid-19. Donc, elle n'a jamais eu le temps de s'arrêter et de faire son bilan. Autocritique. Son autocritique, bien évidemment. Et donc, le président de la République, quand il a dit
voilà, il faut faire le bilan d'étape. Il a appelé à faire ce bilan d'étape, c'est une chose extraordinaire. C'est que j'étais franchement étonné de voir le président de la République, d'abord, sa maîtrise du secteur, c'est-à-dire qu'il connaît très très bien le secteur, mais qui a appelé à ce que les journaux se regroupent, parce que c'est le seul, ils n'ont plus le choix, et c'est dans ce choix obligé que leur salut réside. Ils doivent se regrouper. Brahim, c'est la première fois qu'on voit un haut responsable, un président de la République, qui appelle les journalistes à s'organiser. Avant, c'était les journalistes qui appelaient le pouvoir à s'organiser. Exactement, c'est pour ça que, Salim, je t'ai dit, j'étais vraiment étonné de voir le président tendre la main, tendre cette perche qu'on doit absolument saisir, et la saisir très vite, parce que nous n'avons pas, comme je l'ai dit, nous n'avons pas le choix, et c'est dans ce choix obligé de nous regrouper que les journaux se regroupent pour que la presse soit sauvée. Parce qu'aujourd'hui, il y a une menace sérieuse, d'abord au plan économique, et puis il y a l'arrivée des médias, de l'Internet. Et là, je parle de la presse écrite, de même que les médias électroniques, les journaux électroniques aussi. On ne peut pas continuer, l'État déjà ne peut pas continuer à donner de la publicité à des journaux qui n'ont aucun impact sur le terrain. Et on ne peut pas continuer comme ça, isolé, à aller faire une bataille, la guerre de 4e génération avec cette situation. Il faut, pour faire une guerre, il faut un état-major, il faut une armée, il faut une logistique, il faut un chef de guerre. Donc, ce regroupement est nécessaire, c'est un salut, et c'est une chose qu'il faut saisir. Et bien sûr, l'occasion sera pour la presse nationale et les médias nationaux de faire leur bilan, de faire leur mea culpa, de faire un bilan d'étape, comme l'a souligné le président de la République. Reda Hariresh, quand on parle de la presse nationale sur le plan international, où se situe un petit peu sur le plan régional la presse algérienne? Bien sûr, il y a eu des classements ici et là, mais la presse algérienne, que ce soit dans le monde arabe ou dans la Méditerranée, reste un média très très écouté et très regardant aussi. La presse algérienne est connue quand même dans le reste du monde arabe et en Surtout Afrique la presse notamment. écrite était connue pour être la plus audacieuse sur le plan liberté d'expression. Au cours des années 90, pendant les années de plan, pendant les années de terrorisme, la presse algérienne était considérée comme le fer de lance de la société civile algérienne et comme étant quasiment à l'avant-garde dans le monde arabe. Il ne faut pas l'oublier, et les journalistes l'ont chèrement payé, et je pense qu'actuellement c'est l'occasion, plus que jamais pour cette presse, de pouvoir se régénérer, de pouvoir se renouveler, à travers notamment l'organisation d'états généraux de cette même presse, de manière à constituer un socle commun qui puisse regrouper donc les différents quotidiens, quelle que soit leur tendance, pour pouvoir faire front face à la mondialisation et face donc aux différents défis que va affronter l'Algérie, des défis aussi bien régionaux qu'internationaux. Et cette presse-là va également jouer le rôle en quelque sorte de vitre de la nation algérienne vers le reste du monde, que ce soit en Amérique, faire connaître par exemple ce qu'est l'Algérie en tant que pays, ou faire connaître aussi les positions politiques de l'Algérie lorsqu'il s'agit par exemple de la question des non-alignés, faire connaître aussi l'engagement de l'Algérie pour les questions démocratiques, y compris en Europe, comme l'a dit le président de la République lors de son intervention. Beaucoup d'opposants européens étaient réfugiés en Algérie au cours des années 60 et 70, que ce soit les Grecs, les Portugais ou les Espagnols. L'Algérie a été la base arrière de tous ces mouvements d'émancipation démocratique, aussi bien en Europe qu'en Amérique latine. Et donc c'est justement l'occasion jamais pour cette presse de pouvoir rebondir de nouveau et de partir sur des bases saines. Pour revenir un petit peu à la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse, on va regarder un sujet qui a été réalisé par Walid Ben Chaban et on revient au débat.
À l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie célèbre ce mercredi la Journée internationale de la liberté de la presse, dans un contexte marqué par des réformes profondes du secteur, à la faveur de l'adoption d'une nouvelle loi organique sur l'information. L'objectif de ces réformes vise à définir le journaliste professionnel avec précision dans toutes les spécialités médiatiques, mais aussi moraliser la profession en consacrant les valeurs journalistiques universelles et la déontologie et l'éthique professionnelle. En Afrique, la conjoncture appuyée par l'instabilité politique a participé à la dégradation des conditions de travail des médias, selon le classement 2023 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le Maroc, qui reste l'État d'année en année sur les journalistes, figure à la 144e place au classement mondial sur 180 pays. Les pratiques peu orthodoxes du Merzen fait perdre au Royaume 9 places. Pas de quoi être fier. Au Moyen-Orient ou encore en Europe, des organisations mondiales et onusiennes tirent la sonnette d'alarme sur le nombre croissant des journalistes assassinés ou détenus dans le monde. Paradoxalement, le conflit russo-ukrainien a dénudé la réalité de la démocratie occidentale après la censure de nombreux médias russes. Malgré l'amélioration des conditions du métier dans de nombreux pays, l'ONU affirme que la liberté de la presse est en danger dans le monde entier et que la désinformation, les discours de haine et les attaques contre les journalistes menacent la liberté de la presse, qui est un élément vital des droits de l'homme. Voilà, c'était un sujet justement sur la situation de la liberté de la presse dans le monde à l'occasion du 3 mai. Faisal Mtaoui, cette situation devient de plus en plus inquiétante par rapport à la liberté d'expression dans certains pays, notamment ce qui s'est passé concernant Russia Today dans le conflit ukrainien, mais également en Afrique et dans le monde arabe. Oui, la censure maintenant est bien établie et assumée par rapport à la guerre en Ukraine. Les médias européens ne disent pas tout par rapport à cette guerre. Ils disent ce qu'on leur demande de faire. Donc, et en même temps, on donne des leçons au reste du monde sur la liberté d'expression. Et effectivement, comme l'a souligné Walid dans le sujet, la guerre en Ukraine a dénudé beaucoup de pratiques occidentales lorsqu'il s'agit de liberté d'expression. Parce que pourquoi censurer les médias russes? C'est vrai qu'il y a une guerre, mais les médias russes peuvent aussi continuer à travailler. Mais au-delà, le danger pour la liberté d'expression, notamment dans l'Europe occidentale, y compris aussi aux États-Unis et au Canada, c'est la concentration. Parce qu'il y a des hommes d'affaires qui ont des médias. Et les hommes d'affaires, lorsqu'ils ont des médias, il y a des orientations. On a vu avec le scandale de BFM TV. Tout à fait, on a fait embarquer. Oui, on en a parlé dans cette émission. Il y a aussi d'autres scandales par rapport à ces médias qui orientent selon l'orientation politique, selon les choix politiques, selon les choix éditoriaux. Et ça, c'est un danger. Ça a été souligné, il est vrai par certains parlementaires européens, dont les parlementaires français, parce que c'est effectivement un danger qui pèse. Au-delà de la concentration, il y a aussi ceux qui ont les moyens, notamment en Afrique, parce que même en Afrique, il y a aussi ce problème. Les groupes qui existent en Europe, certains, ont créé aussi des médias en Afrique qui sont donc parfois orientés, qui n'abordent pas tous les sujets. On a vu mettre toutes les polémiques qu'il y a au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal aussi, et d'autres pays par rapport donc, à certaines pratiques médiatiques. Mais comme moi je rejoins ce que disait Leda par rapport aux médias algériens, je pense que oui, l'Algérie qui est maintenant une puissance émergente et qui voudrait adhérer aux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, c'est un grand groupe économique et un groupe de pression aussi géostratégique politique. Il faut aussi qu'elle ait une institution médiatique forte. Une institution médiatique aussi forte, comme l'a souligné le président Tebboune, aussi forte que l'armée. Et là, il faut aussi donner des moyens. Parce qu'une chaîne comme Al-24 News, qui est une chaîne internationale algérienne, qui aspire à avoir une présence forte dans le monde, doit aussi avoir tous les moyens pour avoir des correspondants, pour avoir des bureaux. Et le président nous a révélé qu'il y avait certains, quelque part au sein de l'État, qui ne voulaient pas de cette chaîne. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique réelle pour consolider ce média, consolider aussi la nouvelle radio qui est Ifriqiya FM et qui diffuse vers l'Afrique. Combien l'Algérie a ignoré l'Afrique
pendant des années. Maintenant qu'on a un média, une radio et une télévision, peut-être qu'il faut aller vers un grand groupe algérien pour les médias vers l'extérieur et aussi renforcer les médias intérieurs parce que nous avons des chaînes publiques, nous avons des chaînes privées qui ont besoin aussi d'avoir des statuts. Nous avons des journaux, il a expliqué, Brahim l'en a parlé, la presse écrite connaît un peu quelques difficultés économiques ces dernières années. Il faut aussi qu'on ait des grands journaux qui parlent au monde entier à travers l'analyse, à travers les éditoriaux, etc. Parce que les pays européens, malgré la présence d'Internet, malgré la présence des réseaux sociaux, malgré la présence de l'intelligence artificielle, il y a de grands journaux qui continuent de paraître en Europe et qui continuent aussi d'influencer. Donc nous avons besoin aujourd'hui, à partir de 2023, de repenser le système médiatique algérien. Brahim Takhrout, vous avez, je crois, fait des formations justement dans les médias aux États-Unis. Aujourd'hui, le modèle américain ou le modèle occidental n'est plus une référence en matière soit de liberté d'expression, soit en matière justement de traitement de l'information. Une référence, je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, chaque pays fait sa propre expérience. Avec une nouvelle expérience, l'expérience d'Al Jazeera, l'expérience des médias africains, l'expérience des médias algériens aussi, il y a un changement qui se détache de un petit peu l'apprentissage des médias français ou des médias occidentaux. Moi, je pense que chaque pays fait son propre apprentissage. C'est un peu comme la démocratie. On ne peut pas dire qu'il y a un modèle démocratique qu'on peut imposer à un pays ou à un autre. Parce que vous évoquez l'expérience américaine, il y a un exemple qui me revient, qu'on m'a raconté à la rédaction même du Washington Post. C'était durant les années 70. Il y avait une manifestation de Noirs américains à Washington même, et qui a été violemment réprimée. Et le Washington Post à Washington DC n'a pas parlé de cette manifestation parce que le directeur a négocié avec les autorités en disant que, bon, elle a négocié bien sûr sur le plan de la publicité. Vous voyez, c'est le Washington Post. Ouais. Et il a dit que voilà, si on en parle, on va rajouter de l'huile sur le feu. Cela n'a pas empêché le Washington Post, quelques années plus tard, de devenir une référence mondiale dans le journalisme d'investigation, alors qu'il a ignoré une manifestation chez lui. Donc, les modèles, bon, c'est comme la démocratie. Chaque pays a sa propre culture, ses propres référents. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons une opportunité. Aujourd'hui, au plan de la volonté politique, on ne peut pas espérer mieux qu'un chef de l'État s'adresse aux médias en les suppliant, mais c'est extraordinaire, de s'organiser, de faire un syndicat, de se regrouper. Mais on ne peut pas espérer mieux. C'est des choses qu'on arrache après d'âpres luttes de journalistes, d'écrits, même parfois d'emprisonnement pour arriver à ce qu'un pouvoir en place dise « Ok, d'accord, j'accepte vos demandes ». Hier ou avant-hier, le président de la République était là, il disait aux médias « Mais organisez-vous et faites une plateforme et j'accepte ce que vous allez me demander ». Je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité, on doit la saisir. Il faut faire très vite pour faire ces assises. Alors, cette histoire justement d'organisation de syndicats me rappelle un petit peu l'épisode de la SNJ, le syndicat national de journalisme, qui existe toujours. M. Kamal Amarni était même présent à la réception offerte aux médias. Mais aujourd'hui, la presse nationale, le monde médiatique national, n'est plus composé que de quotidiens de la presse écrite. Il y a les journaux électroniques qui s'organisent parfois en association ou en fédération des éditeurs de la presse électronique, mais il y a surtout plus d'une vingtaine de chaînes de télévision privées. Donc, comment concilier tout ça ? Mais je pense qu'il faut, on peut toujours trouver un dénominateur commun. C'est d'abord ce qu'on veut faire des médias nationaux. C'est trois secteurs, trois styles d'information différents. Presse électronique, presse écrite. Cela ne signifie pas qu'on va avoir un même syndicat. Le syndicat des chaînes de télévision, bien sûr, les chaînes de télévision, la presse écrite, les médias électroniques. Mais l'essentiel d'abord est de s'organiser, de se rencontrer, de parler, de discuter pour que
qu'il en sorte Le quelque chose. directeur de l'Expression, M. Ahmed Fatani, l'a même déclaré, il a pris la parole, il a dit comme quoi nous sommes ici 20 patrons de presse, on peut déjà s'organiser. Oui, il a lancé l'idée des assises de la presse nationale. Les assises de la presse nationale, oui. Je pense qu'il faut aller vers ces assises parce que nous avons besoin de revoir beaucoup de choses. D'abord, le statut de journaliste. Vous savez très bien, Salim, vous-même, Ibrahim, peut-être Reda, on a tellement écrit sur cette question de statut. Qui est journaliste en Algérie? Parce qu'on doit le définir. Hein. Aujourd'hui, il y a des patrons d'éditeurs de presse électronique qui ne sont pas journalistes. D'abord, il y a ça. Bon, c'est vrai que la loi est en train d'être révisée. Et il y a aussi des gens qui étaient sur des blogs ou parce que parfois on confond site électronique ou journal électronique avec des blogs. Et même pas sur les réseaux sociaux qui se présentent comme des journalistes. On a même appelé ça le journaliste citoyen. Non, il n'y a pas de journaliste citoyen. Il y a le citoyen, il est vrai, qui doit avoir des droits et des devoirs, mais on doit aussi être journaliste. Parce que ce qui se publie sur les réseaux sociaux n'est pas de l'information. On le sait très bien. L'information doit être vérifiée, elle a des règles, etc. C'est pour ça qu'on doit repenser, peut-être à travers les assises, pourquoi pas en présence de journalistes, de techniciens, de spécialistes, d'experts, etc. Nous avons des experts en médias. Pour d'abord avoir un statut de journaliste qui doit être défini par la loi, ensuite définir les métiers, parce que maintenant on est en train de travailler de techniciens et de journalistes. Quand on parle de médias, on oublie les auxiliaires qui sont liés donc au métier. Pensez aussi à la publicité, parce que la loi sur la publicité, elle est nécessaire en Algérie pour qu'il y ait de la transparence, notamment en matière de distribution de publicité pour les journaux, pour les sites électroniques, pour les radios, même pour les médias publics, etc. Pensez aussi à la formation. Et il est vrai que nous avons une école supérieure de journalisme, nous avons des institutions qui forment. Maintenant, le journalisme est en train d'évoluer rapidement. Maintenant, on parle de mojo, on parle de journalisme par téléphone, on parle de beaucoup de nouvelles techniques de journalistique à laquelle les journalistes algériens doivent s'adapter, en plus des aspects techniques. Parce que les télévisions privées n'ont toujours pas de statut. J'espère qu'avec la nouvelle loi, ces télévisions auront des statuts de médias algériens, parce que nous avons, on parlait de guerre et on parlait on a imagé un peu la chose, mais effectivement maintenant on est en situation de presque guerre qui n'est pas déclarée. D'où l'importance de renforcer les médias. Mais Faisal, comment justement cette presse écrite va faire face à la transformation numérique, sachant que, je donne votre exemple, hein, vous êtes venu d'Al Watan, oui. Vous avez travaillé sur TSA, oui. Radio M, vous avez travaillé également dans une radio internationale, RMC, et aujourd'hui vous êtes sur un autre site d'information, 24 heures Algérie. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que la presse écrite est appelée vers une transformation numérique, même si aujourd'hui, comme le quotidien L'Expression, possède un site qui est très lu, qui est très regardé, avant même d'acheter le quotidien en version papier. Moi, je pense que les journaux peuvent continuer d'exister, parce que nous avons toujours la tradition on peut garder 180 quotidiens 180, je pense que c'est un peu trop. Je ne plaide pas pour qu'on arrête les journaux, mais disons que dans l'idée d'assises nationales et de réflexion sur les médias, on doit repenser à des médias, à des grands journaux, des journaux qui sont renforcés, des journaux régionaux aussi, parce que l'Algérie est un pays continent. Nous avons besoin de journaux à Taman Rasset, à Ouergla, à Drar, Beskra, ailleurs, des journaux pourquoi pas régionaux, locaux, avec des petites imprimeries. Et en même temps des sites, parce qu'il y a beaucoup en Algérie, les sites électroniques des journaux comme celui de Chorouk, de l'Expression, de l'Ouatan, de l'Khabar, de Nahar et d'autres confrères, ils sont lus. C'est des sites, même celui de Al-24 News, de la Radio Nationale. Moi-même, je consulte le site de la Radio Nationale chaque jour en arabe et en français parce qu'il y a de l'information, il y a des sujets. Et donc, oui, on peut concilier les deux. Des journaux avec des sites électroniques. Mais comment vous expliquez, justement, il y a des journaux électroniques qui ont commencé comme journaux électroniques et qui ont demandé des agréments comme presse écrite pour bénéficier justement je pense que c'est pas normal. De la publicité. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Les journaux... journaux électroniques qui devient un quotidien de la presse écrite. Les journaux papier qui développent des sites. Moi-même, j'ai visité le site de Washington... non, c'est pas Washington, c'est à Los Angeles Times. C'est vraiment un autre journal, dans un autre bâtiment aux États-Unis. Les journaux ont leur site électronique, mais pas le contraire.
Et c'est pour ça c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut repenser le système de publicité et de réclame. La réclame publique, la publicité publique et la publicité privée pour que les journaux, parce que les journaux ne peuvent pas exister sans publicité. Il faut aussi qu'on discute de la distribution. Est-ce que tous les journaux sont distribués? Est-ce qu'il y a une distribution nationale des journaux? Qu'en est-il des méventes ou si vous voulez ce qu'on appelle le bouillant? Les journaux qui ne sont pas vendus. Parce que tout ça, il faut aussi le penser. Et aussi l'industrie de la presse, ça veut dire les imprimeries, ça veut dire les régies publicitaires, ça veut dire les régies de distribution. Ce débat doit avoir lieu aujourd'hui. Brahim Takhroubt, on parle de transformation numérique. Le journal L'Expression est l'un des premiers quotidiens à se lancer justement dans la transformation numérique avec l'édition de son site Internet. Un site qui est très regardé, très lu, par rapport au tirage de la presse. Aujourd'hui, on voit beaucoup de quotidiens, d'ailleurs, je crois que M. Fatani en a parlé. Il a parlé il n'y a que 20 sur les 180 qui tirent à 24 pages. Aujourd'hui, la majorité sont descendus à 16 pages. Et aujourd'hui, avoir un quotidien complet à 24 pages, c'est devenu parfois une aventure économique risquée. Parce que c'est coûteux. Et laborieuse aussi, surtout laborieuse, c'est-à-dire... Ça dépend des quotidiens, mais je dis pour les jeunes éditeurs de la presse écrite. Tout à fait. Juste une petite parenthèse par rapport à qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Le statut. Le statut, bien sûr, qui sera discuté lors de ces assises. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on confond entre l'information et le commentaire, tout ce qu'on voit sur Facebook, les avis qu'on donne sur Facebook. Bien sûr, le commentaire, la chronique, l'éditorial, ça fait partie du journalisme et le journaliste professionnel peut l'exercer avec plus ou moins de talent, mais ce n'est pas l'apanage du journaliste. Ça fait partie de la liberté d'expression. Mais l'information, c'est autre chose. L'information, elle a ses règles. Il y a une artisanat de la fabrication de l'information. On cherche, on trouve, on source, on recoupe, on contextualise, on historicise. Donc il y a une manière de fabriquer l'information que seul un journaliste professionnel peut la produire. Et un journaliste qui a une information crédible, inédite, sourcée, il est plus influent que quelqu'un qui fait dans le commentaire. Ça, c'est un aspect. Et qui fait dans la fausse information, parce qu'on compare. Bien sûr, bien sûr. Et c'est la raison même de l'existence d'un journaliste et du journalisme lui-même. C'est la base, c'est la base de l'existence du journalisme. C'est une vocation démocratique aussi pour informer le citoyen, lui montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a un autre aspect, c'est cet aspect, on a parlé de la transformation, mais moi, je reviens toujours à ces assises. Ces assises, à mon sens, c'est un élément de toute une stratégie derrière ce que disait le président de la République qui se déroulait, parce que le président, à mon sens, il a annoncé une stratégie, un projet pour les médias nationaux. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a une maison des médias. Ensuite, qui va être lancée le 5 juillet. Une cité médiatique, le 5 juillet. Il y a la loi organique qui sera adoptée, parce que je crois qu'il y a une commission paritaire à cause de l'article 22. Et il y a ces assises. Donc, il y a une mise en place qui se fait... pour l'organisation de la profession. Et bien sûr, d'une manière très, très solide, très sérieuse. Et j'ai comme l'impression qu'on revient au début de l'ouverture démocratique aux années 90, mais à la différence que cette fois-ci, la balle n'est pas dans le camp du pouvoir, mais la balle est dans le camp des journalistes, parce que le président de la République a inversé les choses. Il a inversé, d'abord brisé la glace. On l'a vu s'exprimer avec une aisance incroyable devant les directeurs de publication, parce qu'il connaît le secteur, parce que quand ils ont créé le premier syndicat des journalistes, il était dans le secteur, il était ministre de la communication. Quand ils ont créé le conseil de déontologie et d'éthique présidé par Suissi Larhmo, il était ministre de la communication, donc c'est quelqu'un qui connaît le secteur, maîtrise parfaitement le secteur. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et le nombre de quotidiens, la transformation du numérique au papier, je pense que cette idée de regroupement est très intéressante parce que on a le journal papier, mais aussi l'État peut aider avec les regroupements à faire des pôles médiatiques. Une presse écrite
un journal, un site électronique, parce qu'il y a une chose très importante à ne pas oublier, c'est que les journaux de la presse écrite, vous avez parlé du site de l'Expression, eh bien, les sites électroniques, ou les sites web des journaux, c'est là où il y a du savoir-faire. Oui. C'est là où il y a des rédactions derrière. C'est-à-dire que l'information, relativement plus sourcée que des sites où il n'y a qu'un seul journaliste, ou peut-être deux, qui fabriquent ce site électronique. Bon, pour des raisons subjectives ou objectives, bon, en tout cas, ça se discute. Mais les sites, là où il y a des journaux, il y a de la matière. Du savoir-faire, c'est à travers les sites électroniques des journaux. Oui. Donc, on est dans ces regroupements. On peut faire des pôles médiatiques, même un journal de la presse écrite pour décrypter, analyser, donner du sens à l'information. Un journal électronique, pourquoi pas de l'audiovisuel, ça peut se faire. Et donc, tout est dans ce regroupement et je pense que les perspectives sont intéressantes. Justement, Reda Harirash, Brahim Takhroub, tu as parlé des groupes médiatiques en Europe et même en Occident. Aujourd'hui, un quotidien n'est pas seul. Il y a des groupes médiatiques qui lancent un quotidien, une télévision, parfois une radio et même un site électronique. Est-ce que la transformation numérique va aller vers ce modèle-là? Il faut dire que ce sont des journaux qui c'est des modèles économiques très lourds. Hein. Ce sont des journaux qui ont quand même une expérience qui est bien plus ancienne pour la plupart. Et en plus de ça, ils s'inscrivent quand même dans le cadre d'une économie qui est différente de celle de l'économie algérienne. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus affaire à une presse qui est tenue par des magnats et ce sont eux qui décident si oui ou non il faut orienter tel ou tel journal en fonction de leurs propres intérêts économiques. Donc nous n'en sommes pas encore là, mais la presse algérienne pourrait quand même se concerter davantage entre elles et pourquoi pas se regrouper dans le cadre de pools. Ça peut être pour développer une thématique commune, par exemple, ou elle peut également s'engager sur d'autres aspects dont on parle beaucoup moins. Par exemple, développer toutes les questions qui sont relatives à la veille stratégique, la veille économique également, qui sont très à la mode parce qu'on ne peut pas avoir une presse qui soit suffisamment en alerte si cette notion d'intelligence stratégique et économique n'est pas mise en avant. C'est ça qui va permettre à la presse algérienne de se développer davantage parce que ce sont des notions qui sont déjà mises en avant depuis à peu près 15 ans dans les pays développés et de plus en plus ça s'enseigne aussi dans des écoles, même dans les écoles de journalisme que nous avons en Algérie. Ce sont des modules qui doivent impérativement être enseignés de manière à ce que le futur journaliste puisse être préparé à bondir et à traiter l'information pour lui donner une plus grande qualité. Merci. Alors le développement justement de la presse nationale, c'est aussi son déploiement à l'international. On va regarder ce sujet préparé par Sofiane Baroudi sur le lancement de la radio Ifriqiya FM, la première radio algérienne dédiée à l'Afrique. La journée internationale de la presse a été célébrée dignement en Algérie. Elle a été le lieu pour le lancement d'une nouvelle radio, Ifriqiya FM, en présence d'un parterre de responsables politiques et de personnalités médiatiques, ainsi que de représentants diplomatiques et d'acteurs de la société civile et du monde économique. Ce nouveau projet médiatique a pour ambition de porter la voix africaine. La voix africaine. Sous le slogan évocateur, une radio africaine conçue par des Africains pour les Africains. C'est une chaîne qui va parler aux Africains, c'est un espace de débat, d'échange. Les Africains vont devoir se parler, s'écouter à travers cet espace. C'est une tribune qui sera offerte à tous les Africains pour porter haut et fort les couleurs et les symboles de notre très cher continent. Nous avons décidé d'offrir des programmes très variés. Il y aura de la politique, de la géopolitique, de l'économie, de la géoéconomie, de l'environnement, de la santé, de l'anthropologie, de l'histoire. Les langues utilisées, on va dire à 60%, c'est le français, à 30-35% l'arabe. Et nous avons aussi choisi de parler en tamashek, en tergui et en hausa, qui est une langue qui est parlée notamment au Niger, qui est très parlée au Niger, mais aussi dans d'autres pays africains. Il y a aussi le bambara qui est une langue africaine, qui est par contre très très parlée au Mali.
Avec un accent se voulant résolument engagé vers la construction unitaire, Ifriqiya FM sera présente avec un réseau de correspondants dans plusieurs pays du continent. Le projet qui associe un panel d'experts, des journalistes chevronnés et des jeunes rompus aux nouvelles technologies va émettre au Soudan, en Libye, au Sahara occidental, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie, en attendant un élargissement du champ à l'Afrique du Sud et au Cameroun. Ce nouveau projet médiatique vient dans la droite ligne des réformes profondes, accompagnant la construction démocratique ainsi que le retour remarqué de l'Algérie sur la scène diplomatique comme puissance d'équilibre et acteur de poids sur l'échiquier international en pleine recomposition. Ce qui est attendu des journalistes, qui est d'abord un citoyen, c'est d'accompagner les efforts consentis par l'État en mettant en valeur ces dernières. Nous attendons aussi que les journalistes soient en première ligne pour faire face aux offensives sur le terrain cybernétique et numérique afin d'assurer la défense des acquis de la nation. Le lancement de Ifriqiya FM consacre la volonté d'offrir un espace médiatique d'ampleur continentale, répondant aux aspirations africaines. Il succède ainsi à l'ambitieux projet de mise sur rail de la chaîne internationale Al24 News, devenue en moins de 2 ans une antenne de référence, conjuguant l'innovation à la compétence et mêlant la jeunesse à l'expérience afin de porter l'Algérie à la place qui sied à son rang, dans le concert des grandes nations. Voilà, c'était un sujet sur le lancement d'Ifriqiya FM. Faisal, vous étiez présent au lancement de cette radio qui était le jour même justement du 3 mai et de la rencontre du président avec la presse. Cette radio intervient aussi une année et demie après le lancement d'Al24 News. Est-ce que l'Algérie se déploie indéniablement vers l'Afrique ou vers l'international? Oui, avec beaucoup de retard, il faut le noter. Et même le chef de l'État l'a souligné, surtout vers l'Afrique, l'Algérie. Surtout vers l'Afrique, oui. C'est le plus grand pays en Afrique, point de vue superficie. Après la division malheureuse du Soudan, oui, c'est le moment de se redéployer rapidement. Parce que déjà, le terrain il y a beaucoup de monde sur le terrain. Il y a des radios européennes, chinoises, turques, indiennes, russes, etc., diffusent sur les bandes FM. Et j'espère que plus tard, la direction de Ifriqiya FM, nous avons discuté avec notre ami Mohamed Saïm, on lui souhaite beaucoup de courage pour ce projet. Ifriqiya FM doit être présente sur la bande FM dans les pays africains parce qu'il y a une lutte acharnée pour avoir une posture dans les bandes FM. Maintenant, il y a une diffusion sur je pense, les shortwaves, les ondes courtes et également par satellite. Mais ils ont une antenne au niveau de Taman Rasset ce qui est bien, mais il faut aussi déployer sur les régions. La zone sahélienne. Il faut donner beaucoup de moyens à cette radio parce que c'est un bon projet. En attendant qu'il y ait aussi un autre projet, personnellement, je plaide pour qu'il y ait aussi une radio qui est orientée vers le monde arabe, une autre vers la zone méditerranéenne, parce que l'Algérie est aussi un grand pays méditerranéen. Parce que maintenant, il y a la guerre des ondes qui ne dit pas son nom, elle n'est pas apparente, elle est invisible, mais il y a une véritable guerre des ondes. Les gens se placent dans toutes les régions, notamment en Afrique. Ça complète, je pense, l'entreprise commencée par Al24 News, la chaîne de télévision, qui, j'espère, aura aussi plus de moyens pour être aussi plus présente en Afrique. Avec l'ouverture des bureaux à l'étranger. Des bureaux à l'étranger, parce que c'est nécessaire. Il y a peut-être des lois à revoir, il y a des textes à revoir, des dispositifs, mais cette présence est importante. Ça fait partie de la machine diplomatique algérienne. Tout à fait. L'Algérie est en train de se replacer sur le plan diplomatique, elle est en train de gagner beaucoup de points en Afrique, dans le monde arabe, il y a eu le sommet arabe, il y a la présence algérienne très active au sein de l'Union africaine, etc. Ce travail important de la diplomatie doit être appuyé aussi par une machine diplomatique consolidée et appuyée par l'État aussi. Brahim Takhroubt, Ifriqiya FM est un atout important justement pour la présence de l'Algérie en Afrique? Oui, c'est un atout très important même, et c'est une idée géniale parce qu'elle fait partie, elle aussi, de cette stratégie de reconquête, de redéploiement après les lignes aériennes vers l'Afrique, les lignes maritimes, la transsaharienne, l'ouverture des banques, la route qui passe par la Mauritanie pour l'exportation de nos produits vers l'Atlantique. C'est-à-dire qu'au final, à un moment donné, on a oublié qu'on était africain. On a totalement oublié qu'on était africain. Et pourtant, voilà 2500 ans que le roi berbère Massine Issa a décrété l'Afrique aux Africains. Depuis, on a oublié qu'on est africain. On a toujours parlé de nous sans nous. Maintenant, avec cette radio, et comme a dit Faisal, avec d'autres radios encore, on va pouvoir parler de nous et de dire aux autres, voilà ce que nous sommes, ce que nous avons. Et nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer. Et nous sommes le plus grand pays d'Afrique, la deuxième économie d'Afrique, la deuxième puissance militaire.
c'est quand même inconcevable, encore une fois, d'aller de se mettre dans ce terrain, dans cette arène où l'on se bat, où les nations ne se font pas de cadeaux, et d'aller sans viatique consistant qui est les médias. Les médias, c'est une arme, de guerre, de guerre de quatrième génération. Encore une fois, on revient à la guerre, mais c'est important parce qu'il faut, encore une fois, une logistique, il faut des moyens, il faut des médias puissants, formés et aguerris pour mener cette bataille. Reda Harirash, vous voulez dire quelque chose? Je pense que la décision d'ancrer l'Algérie dans le continent africain va de pair aussi avec son redéploiement économique. Vous savez, pendant longtemps, le Sahara algérien a été considéré comme une mer intérieure par les géographes arabes du Moyen-Âge. Donc, en quelque sorte, ça serait un handicap qui empêchait les échanges entre le nord et le sud, mais avec la transsaharienne actuellement et tous les autres projets qui sont mis en œuvre pour raccorder donc l'Atlas, la chaîne de l'Atlas au reste du Sahel, l'Algérie n'a pas le choix, elle ne peut que davantage échanger avec ce continent qui attend beaucoup d'elle parce que tous ces petits pays d'Afrique de l'Ouest notamment ont besoin de repères et l'Algérie a joué un rôle très important au cours des années 60-70 dans le cadre de la décolonisation de ce conflit. Et pas mal de pays sont en attente donc, de cette Algérie. Merci Faisal, merci Brahim Takharoub. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Expression. Merci Faisal. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouveau thème sur l'actualité des médias et de l'audiovisuel. Bonsoir, restez branchés sur Al24 News.